Bonsoir à tous, bonsoir aux participants qui sont en train de nous rejoindre pour cette belle conférence sur l'engagement et en particulier dans une période de changement qu'on a vécu et qu'on continue à vivre. Je suis Lucas Rotoni, je suis un des deux vice-présidents de l'Executive MBA de l'ESSEC. Ce soir avec moi, il y a aussi Fabrice Mink qui est l'autre vice-président. Merci Fabrice d'être là. Mariam Mirghafari, qui fait partie du comité de direction de la DEMBA. Après, je toucherai un mot sur l'intervenant Jean-Christophe Villette qui est déjà là avec nous. Mais avant tout, je voudrais juste partager avec vous quelques courtes informations sur l'Executive MBA de l'ESSEC. Nous sommes l'association qui est là pour mettre du lien entre les exécutifs MBA et ESSEC, mais aussi avec les gens qui sont dans le business. C'est pour ça qu'on organise des conférences qui ont différentes thématiques, parfois métier, parfois IT, mais en général toujours centrées sur un intérêt business. Ici, vous voyez des QR codes que vous pouvez utiliser pour atterrir au final dans la page de notre LinkedIn. Notre activité est présente un peu partout, sur l'ESSEC Alumni, le site, mais aussi, comme je le disais, dans LinkedIn. Donc, vous retrouvez en faisant une petite recherche Executive MBA ESSEC Mannheim, vous trouverez rapidement notre page dans laquelle il y aura les informations sur nos conférences, mais aussi sur toute autre activité qui est menée par notre association. Avant de parler des intervenants, un petit rappel sur la prochaine conférence qui aura lieu le 14 juin avec le titre La jungle de l'innovation. Et donc, on vous attend là aussi. Il y aura beaucoup plus de détails dans les communications à venir. On vous attend nombreux là-dessus. Et je passe rapidement à un petit tour de table avec les intervenants. Mariam, est-ce que tu veux dire un petit mot pour t'introduire? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Mariam Mirghafari, elle fait partie de COMEX de l'ESSEC and Mannheim Executive MBA depuis quelques mois. Et j'ai le plaisir de co-animer la conférence de ce soir avec Lucas. Bonjour. Merci Mariam. Alors, je ne sais pas si Marion est arrivée, Marion Rousseau. Marion, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir Lucas. Je me chauffais, je suis arrivée un peu à la dernière minute. Ah ben, écoute, je suis très content que tu sois là. Tu veux toucher un mot sur toi-même et sur ce que tu feras ce soir pour nous? Oui, donc bonsoir à tous. Je suis Marion Rousseau. Je suis une ancienne ESSEC et je suis consultante. J'ai mon cabinet qui s'appelle Resourcing. Je suis consultante dans la transformation achat et le développement commercial. Donc, j'interviens aussi sur des transformations dans le domaine des achats, des procédures achats, des organisations achats et des démarches commerciales. Et j'interviens ce soir en facilitation graphique, qui est un outil auquel je me suis formée et que j'utilise aujourd'hui pour accompagner des changements, justement. Donc, je vais prendre en note graphique la conférence de Jean-Christophe Villette et je vous transmettrai ensuite sur les réseaux ce que j'aurais pu dessiner pour avoir une synthèse graphique de ce qui va se dire. Éventuellement, si on a un peu de temps à la fin, on pourra déjà partager quelques bouts de dessin. Eh ben, c'est super, chose qu'après on mettra à la disposition de tout le monde dans notre page LinkedIn de l'Executive MBA ESSEC Mannheim. Eh ben, on arrive à Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Lucas, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous. Merci pour l'invitation sur une thématique qui est au cœur de nos actualités au sein d'Équilibre depuis maintenant quelques temps et au cœur de notre actualité en lien avec les besoins et les demandes qu'on reçoit des entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire depuis un an. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Merci pour cette introduction dynamique avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour moi, c'est une première, la facilitation graphique. Donc, je suis très curieux et très content en même temps de cette association. Très bonne opportunité. Merci beaucoup, Marion, pour cette opportunité qui est offerte dans le cadre de cette conférence. Ah ben c'est génial. Un grand merci, Jean-Christophe, d'avoir accepté. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots par rapport à ton parcours avant de rentrer dans le sujet, de comment faciliter l'engagement en période de changement et de ton cabinet que tu as créé, que tu diriges? Alors, avec plaisir, en quelques mots. Je suis consultant et formateur depuis maintenant 18 ans.
Mes spécialités sont l'accompagnement organisationnel, l'accompagnement managérial et psychologique de la performance. Donc, vraiment ces trois grandes dimensions en lien avec la performance des organisations. De formation, je suis diplômé de l'école des mines ParisTech et je suis aussi psychologue du travail et des organisations. J'ai cofondé le cabinet Équilibre dont tu viens de parler, Lucas, avec Célia Custer, qui est mon associée, qui elle est ergonome de formation. Et le cabinet Équilibre, c'est un cabinet de conseil et un organisme de formation indépendant. On officie depuis 2012 dans les différents secteurs d'activité pour des entreprises de toute taille, avec une vocation: accompagner les organisations, le management de ces organisations, à concilier performance et enjeux humains, à concilier bien-être des équipes et performance des équipes et des organisations. C'est génial, Jean-Christophe. Mariam, je pense qu'on peut commencer. Alors, juste pour les questions, vous savez qu'on a un chat disponible ici. Je vous propose à tous ceux qui ont adhéré à cette conférence de nous mettre des questions dans le chat qu'on utilisera à la fin pour une séance, j'espère bien fournie, des questions et réponses. Je te passe la parole, Mariam, peut-être pour une première question, pour entrer un peu dans le sujet. Oui, bien sûr. Jean-Christophe, en fait, comme première question, en lien avec psychologie de changement, quelles sont les bases principaux? C'est vrai que, par exemple, moi, à titre personnel, la notion de résistance m'intrigue, ou l'écart de perception qui pourrait éventuellement créer des tensions au sein des équipes ou les collaborateurs. Merci pour cette question. Alors, on a préparé cette conférence naturellement avec Mariam et avec Lucas, qui m'ont en tout cas partagé 3 questions. Cette première question et les 2 suivantes, donc je ne vais pas les découvrir, c'est important. Et j'ai préparé quelques diapositives pour accompagner la réponse orale que je vais formuler. Dans les dernières informations, je ne suis pas très partisan des PowerPoint en mode consultant pour accompagner, mais ça m'a été demandé, donc je vous les fournirai aussi si ça vous intéresse. Et à la fin, eh bien, on pourra ouvrir sans filet des interactions questions-réponses sur des questions complémentaires si vous êtes d'accord avec ce cas. Donc, je vais partager mon écran à l'instant et apporter par rapport à cette première question en lien avec les bases de la psychologie du changement. Je vous invite sur le chat à réagir. Sentez-vous vraiment libre et confortable. Voilà, d'indiquer si c'est des choses que vous découvrez, que vous connaissez, les questions qui vous viennent à l'esprit. Peut-être que dans le temps qui sera consacré pour cette conférence, on n'aura pas l'opportunité de répondre à toutes les questions. En tout cas, je m'engage par rapport aux questions qui seront posées dans le chat à rédiger un document questions-réponses qui pourra vous être transmis ensuite par l'association de façon à ce qu'aucune question, dans la limite de mes compétences bien sûr, ne reste sans réponse, même si les réponses ne sont pas apportées directement dans cette session. Le premier point, Mariam m'a interrogé sur la question de la résistance. Dans notre phase de préparation, il m'a dit « Ok, voilà la conférence qui est proposée sur la psychologie, mais il y a un sujet. Ce sujet, je l'entends dans tous les projets de changement et c'est ce sujet de la résistance. » Alors, il y a différentes approches de cette notion de résistance, mais différents angles d'approche, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que cette appellation de résistance au changement, c'est avant tout un écart de perception entre les décisionnaires et les pilotes, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont en proximité de la prise de décision et du pilotage d'un projet de changement majeur, et puis les collaborateurs qui sont plus proches du terrain. On a des écarts de perception qui font qu'à un moment donné, eh bien, plus on est proche de la décision et de la volonté d'implanter le changement, plus on peut avoir le sentiment que les réactions associées à des émotions désagréables, peut-être à ce que l'on perçoit comme étant des tensions, le fait de ne pas se précipiter peut-être pour exprimer son enthousiasme par rapport au changement, vont être catégorisées de résistance. Ce qui caractérise ces grandes différences de perception, c'est que d'un côté, on va avoir plutôt une définition architecturale, rationnelle du changement, là où de l'autre côté, quand on va être informé de ce projet, on va avoir plutôt une réponse individuelle, émotionnelle. D'un côté, on va avoir une vision plutôt sur le moyen terme et sur le long terme. Là où une personne qui apprend une situation de changement, même un changement qui peut être perçu comme positif, dans un premier temps, va se demander qu'est-ce qui va se passer
pour moi demain. Donc, une réaction plus individuelle et plus ancrée dans le court terme. D'un côté, on a défini des grands paramètres du changement et on a le sentiment d'avoir le contrôle. De l'autre côté, au niveau individuel, plus on est proche du terrain, plus on peut avoir le sentiment d'être dans une absence de contrôle, dans une perte de repères. Et on va d'abord, quand je dis on, c'est les personnes qui sont majoritairement en proximité du terrain, se concentrer sur l'ensemble des pertes avant de pouvoir se concentrer sur les gains. C'est ce qui peut créer ce sentiment de résistance. Cette notion de résistance au changement, qui a une connotation plutôt négative, c'est pour ça qu'il y a des courants que l'on voit apparaître qui font la promotion de hacker en réalité les résistances, de supprimer les résistances. Est-ce vraiment possible? On va le voir dans la diapositive suivante. Mais en tout cas, cette notion de résistance qui, dans la plupart des modèles, est présentée comme quelque chose de négatif, est en réalité un phénomène humain, de psychologie en lien avec le changement, à accueillir plutôt comme un réflexe naturel et comme une situation d'inconfort psychologique à un moment donné, à accompagner du point de vue managérial. Être dans l'inconfort psychologique, ne pas se précipiter pour féliciter un projet, ne signifie pas qu'il y aura un problème d'adhésion et qu'il y aura un problème d'engagement dans un second temps en lien avec le sujet du changement. Donc, c'est très important de bien prendre en note qu'il n'y a pas de notion de résistance sans considérer des écarts de perception. Et qu'à la base de cette notion de résistance, il y a d'abord, même si celui-ci peut être accompagné, s'il peut y avoir de la prise de recul, s'il peut y avoir une mise en avant de ce qui peut être positif dans le changement, un sentiment de perte de contrôle, un sentiment de perte de compétences, perte de prévisibilité, perte de repères, etc., etc. Et un autre point que je souhaite partager avec vous, c'est la notion d'identité dans le changement et d'identité professionnelle. Changer de poste, c'est loin d'être neutre. Changer de métier, c'est loin d'être neutre. Même si on a toujours un salaire à la fin du mois, changer de nature même du travail, c'est loin d'être neutre. Et tout ça a un impact sur l'identité professionnelle. Et l'identité professionnelle a un impact globalement sur son identité sociale. Donc, à partir du moment où il y a du changement, on touche à l'intime au niveau psychologique et cette prise de conscience, elle est fondamentale. Plutôt que d'essayer de mettre un mouchoir sur cette situation et sur ces impacts psychologiques qui peuvent être générés, ça ne veut pas dire que vous avez 100% des personnes qui sont en résistance, vous avez 15 à 20% des personnes qui peuvent ne pas l'être ou qui peuvent l'être et à un moment donné être très favorables très vite, mais vous avez quand même une majorité des personnes qui vont ressentir en lien avec le changement psychologiquement l'ensemble de ces impacts. Est-ce que c'est un problème? En réalité, non. C'est une réalité psychologique. Maintenant, à partir du moment où on ne comprend pas ce qui se passe, on peut avoir le sentiment qu'il y a des oppositions, qu'on a des ennemis, qu'on a des personnes qui veulent faire réussir. On a juste des personnes qui, à un moment donné, sont dans un inconfort et dans un réflexe de survie, eh bien, manifestent peut-être des émotions qui ne sont pas celles que l'on attendait. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où des personnes manifestent des émotions, manifestent des ressentis, eh bien, on peut être connecté à ces éléments. Et mieux vaut des personnes qui manifestent à un moment donné un mécontentement sur la base duquel on peut ouvrir un dialogue, puisqu'on a cette information, plutôt que des personnes qui restent silencieuses. Ce que l'on doit surtout éviter dans le changement, c'est le silence. Le silence n'est pas l'ami de la réussite. Au contraire, plus il y a de silence, moins on peut comprendre ce qu'il y a psychologiquement dans la tête des personnes avec lesquelles on travaille, et ne pas accéder aux informations, aux perceptions et aux ressentis des personnes avec lesquelles on travaille, c'est comme me demander comment je peux avoir mon permis de conduire avec les yeux bandés. Et bien, je vous répondrai, si vous voulez réussir, c'est impossible. Je vais partager au-delà de ce que je viens de dire avec une certaine énergie, je vais redescendre un petit peu, c'est des sujets qui me passionnent, un chiffre, 70%. C'est quoi ce chiffre de 70%? Alors, je vous laisse le temps de visualiser le dessin de presse que j'ai choisi en illustration. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la possibilité, je vais nuancer par rapport à ce que je dis plus tôt, de percevoir un certain nombre d'impacts psychologiques qui vont être désagréables, inconfortables. Bon. Est-ce que la réponse est de se précipiter pour dire à tout le monde c'est génial, c'est super, le nouveau projet, tu verras en flex office avec une réduction de la moitié ou 2/3 de la surface, eh bien, au moins, quand on sera au bureau, on sera sûr de se croiser, trouver un certain nombre d'arguments.
à un moment donné, il va falloir mettre sur la table l'ensemble des avantages du projet. Et ça ne peut pas se passer sans compréhension de cette fonction réflexe à un moment donné de défense, ce qui se passe psychologiquement, sans bien comprendre les réalités du facteur humain et sans phase d'écoute préalable. C'est impossible. 70%, c'est le chiffre moyen dans toutes les études qui ont été faites en lien avec des projets majeurs de changement en France et à l'étranger qui n'ont pas atteint leurs objectifs économiques. Il y a 3 grands paramètres qui ont été analysés. Le premier, c'est est-ce que le changement était juste d'un point de vue des orientations stratégiques? Le deuxième point, c'est est-ce qu'on était juste d'un point de vue des spécificités techniques du changement? Et le troisième point, c'est l'accompagnement du facteur humain. Dans tous les projets qui n'ont pas atteint les objectifs économiques qui étaient fixés initialement dans le cadre du projet, les études montrent dans tous ces projets une insuffisance de l'accompagnement de la dimension humaine dans le cadre du changement. Et l'insuffisance de l'accompagnement de la dimension humaine a été montrée, je peux vous citer un exemple d'étude, il y en a une qui est très connue, qui est une étude de McKinsey. C'est à la fois sur l'insuffisance de l'accompagnement du management pour pouvoir accompagner cette dimension humaine, notamment par de l'information, par de l'accompagnement de qualité, par du coaching, par de la formation, et puis l'insuffisance apportée sur l'accompagnement de la dimension humaine auprès de l'ensemble des parties prenantes du projet. Donc, on a une réalité économique, au-delà des impacts humains que l'on peut voir dans les chiffres qui font l'actualité sur la détresse psychologique et les difficultés de santé mentale au travail. Quasiment aujourd'hui, 1 personne sur 2 en détresse psychologique, c'est loin d'être neutre, c'est quand même une des caractéristiques du monde dans lequel on vit, mais ne pas prendre suffisamment, indépendamment des problèmes de santé mentale, en compte le facteur humain, c'est clairement un impact économique au niveau du projet. 70% des projets majeurs qui ont été étudiés par les études. Ensuite, les émotions associées à ce qu'on appelle la résistance, c'est clair qu'elles ne sont pas positives. Ce n'est pas ce qu'on a envie de croiser en réalité dans son équipe pendant une certaine période de temps. De la colère potentiellement en fonction de la nature des projets, de la peur, de la tristesse, du dégoût. Le dégoût, on le rencontre beaucoup dans les entreprises à dimension familiale ou quand vous avez une ancienneté de travail avec des personnes qui ont des informations sur les projets que vous avez croisées à plusieurs reprises. Vous n'avez pas eu ces informations et puis vous découvrez, et parce qu'il y a aussi un cadre pour certains projets réglementaires et que vous ne pouvez pas forcément diffuser en avance de phase cette information. Ça, on rencontre beaucoup de collaborateurs qui ont du mal à le digérer dans l'instant, ce qui ne veut pas dire que ça ne s'accompagne pas. Vous avez des résistances qui peuvent être très explicites, très visuelles, et d'autres qui le sont beaucoup moins. J'ai mis quelques exemples sur cette diapositive que je partagerai avec naturellement l'ensemble des participants si ça vous intéresse, avec des degrés d'intensité qui sont naturellement variables. Alors, est-ce qu'on peut éviter ce sujet de résistance? C'est des questions que j'ai reçues. Bonjour, voilà, Monsieur Villette, cabinet Équilibre, on consulte plusieurs prestataires. Et nous, ce que l'on aimerait vraiment là, on a déjà perdu beaucoup de temps, donc on veut rattraper le temps perdu. On ne peut vraiment pas faire face à des résistances dans le cadre de ce projet de changement. Donc, la question, vous voyez, la demande que je reçois, c'est comment faire en sorte que nous n'ayons pas de résistance, comment faire en sorte que le projet puisse accélérer, que le projet soit lisse, soit accepté, qu'il y ait de l'adhésion. En fait, derrière cette demande, c'est comment accompagner de façon idéale les impacts humains du changement. Et donc, la question de la résistance est plutôt à intégrer comme un événement possible. Et le sujet, c'est évidemment comment on évite d'amplifier les résistances et comment les résistances naturelles qui vont se manifester parce qu'il s'agit de fonctions réflexes, on va pouvoir les accueillir, aller les chercher à la source et les accompagner. Donc, c'est à la fois un réflexe naturel, mais il peut y avoir aussi des éléments rationnels en lien avec une perte économique, en lien avec une distance plus importante à couvrir ou de façon pragmatique parce qu'on avait ses habitudes de travail et on va devoir en développer d'autres ou un ensemble de pertes que l'on a vu un peu plus tôt. Tout ça peut s'accompagner et tout ça peut s'accompagner à partir du moment où on comprend ce que chaque personne identifie comme étant une perte potentielle et ce que chaque personne identifie comme étant un inconvénient. Ensuite, dans les amplifications, plus le changement va être perçu comme subi. Vous voyez, parfois en voulant aller vite, en croisant les doigts pour que personne ne se manifeste, on va augmenter la résistance. Et comme je vous l'ai dit plus tôt,
la résistance peut être silencieuse. Et pour moi, il n'y a rien de pire qu'une résistance silencieuse dans la performance de l'organisation de façon globale. Le passage en force, alors le manque de justice procédurale, je vais vous l'expliquer juste après, c'est un concept assez simple en psychologie. Et pourtant, dans la plupart des accompagnements, quand on intervient, généralement on nous appelle quand il y a un peu des pots cassés pour réparer. J'aimerais qu'on nous appelle dès la phase de cadrage des projets pour être un acteur vraiment sur la dimension humaine et challenger cette dimension humaine au regard des autres expertises des projets. On nous appelle voilà, justement en ayant pensé qu'en fermant les yeux sur le sujet et en conduisant, eh bien, à un moment donné, on n'allait pas se planter dans le virage, mais ça arrive quand même la plupart du temps. Et après un an de crise sanitaire, j'attire vraiment l'attention sur ce sujet, donc je vous l'explique après. Persister à percevoir plus d'inconvénients, bien évidemment au niveau individuel. Son expérience, quand on a déjà eu des traumatismes, un mauvais vécu en lien avec un précédent changement, ça a des impacts sur le futur. Donc, en lien avec ce que je vous ai expliqué, peut-être que là, je vais passer rapidement et je vais considérer que parce que je suis passé en force et que ça a fonctionné, eh bien, c'est un modèle à reproduire. Mais il y a une mémoire auprès du personnel et du collectif qui fait que la deuxième fois, ça ne se passera pas forcément de la même façon. Le manque d'interaction, la régulation, c'est très important dans les projets de changement. Isoler les personnes pour que ça se passe mieux, ce n'est pas vrai. Il y a besoin de faire des points, de comprendre ce que les personnes ressentent, mais ensuite de créer des espaces de discussion et des espaces de dialogue pour faire en sorte qu'il y ait des régulations. L'incertitude, le fait d'être déjà en situation de mal-être et la posture managériale, on va en parler aussi. Alors, cette justice procédurale, pourquoi c'est très important? J'ai fait une sélection, je pourrais vous parler de psychologie du changement pendant une semaine. J'ai fait une sélection. C'est quand même très intéressant qu'à partir du moment où un salarié, quel qu'il soit, un travailleur, disons-le de façon globale, qu'il soit en responsabilité managériale ou non, identifie qu'une décision a été prise de façon juste, et une décision prise de façon juste dans la psychologie scientifique respecte les 3 ingrédients de la justice procédurale, alors cette personne sera prête à s'engager quand bien même elle n'est pas en accord avec la prise de décision. Vous voyez la portée de ce sujet, c'est fondamental. Le sujet là n'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Le sujet est est-ce que le process qui a été mis en place pour accompagner la prise de décision et la mise en place des actions est juste. Et en simplifiant, naturellement, quels sont les 3 ingrédients? En ayant pris soin dans un premier temps de bien définir les règles et de bien définir le cadre, le premier ingrédient, c'est de permettre la participation aux décisions. Quand je dis définir le cadre et définir les règles, ce n'est pas parce que quelqu'un me donne son avis que je vais obligatoirement retenir cet avis. Mais il n'y a pas les bien-pensants et les exécutants. Il y a à un moment donné un collectif aux manettes qui interroge un certain nombre d'acteurs identifiés comme pertinents, un échantillonnage dans une organisation. Deuxièmement, et ça fait souvent défaut, c'est faire le point de façon transparente sur l'ensemble des propositions ou des catégories de propositions qui sont ressorties et d'expliquer clairement pourquoi il y a des propositions qui ont été retenues et d'autres qui ne l'ont pas été. Et c'est là où c'est intéressant de définir des indicateurs dans sa prise de décision. Des indicateurs d'impact, des indicateurs par rapport aux objectifs du changement ou des propositions, des indicateurs en termes de ressources humaines, en termes économiques, et de matérialiser, par exemple, dans une matrice à 2 ou à 3 dimensions, l'ensemble des propositions ou de catégories de propositions par rapport, finalement, au passage dans un tamis constitué d'un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'éclairer de façon objective la prise de décision. En tout cas, il doit y avoir une explication des choix. Et l'explication des choix, ce n'est pas simplement la communication sur ce qui a été retenu, c'est expliquer le pourquoi. Et ensuite, d'être extrêmement clair, une fois que des actions ont été retenues, sur la façon dont elles vont pouvoir se mettre en œuvre. Vous connaissez le qui fait quoi, comment, etc. Mais c'est des éléments qui sont, dans la plupart des projets où il y a des problèmes et dans lesquels on nous appelle, qui ne sont pas présents ou insuffisamment présents. Et ce concept de justice procédurale, qui est très important en psychologie du changement, très important en psychologie de l'engagement, fait souvent défaut à une et ou l'autre des étapes dont je viens de vous parler. Et pourquoi c'est important vraiment de connecter à ces dimensions de psychologie du changement? Pas une forme d'hommage, mais j'ai pris un sondage parmi d'autres, en l'occurrence un sondage de l'ESSEC de 2020,
vous avez quasiment 70% des managers intermédiaires qui vivent plus de 5 changements par an. C'est un baromètre récent. Vous avez un tiers des managers de proximité, 5 changements ou plus. Et globalement, pour l'ensemble de ces managers, vous avez quasiment la moitié, enfin 43%, on va dire, qui passent la moitié de leur temps à gérer du changement. Vous venez rajouter par-dessus ça la crise sanitaire depuis 1 an, situation inédite de changement, de vulnérabilité, de perte de contrôle, d'instabilité. Et on comprend en quoi le management est au cœur d'un système complexe dont il va devoir se départir. Car le bilan que je vous ai fait sur la psychologie du changement, il n'est pas lié directement à la crise sanitaire, il est lié à des connaissances disponibles, par un manque d'application, de diffusion de ces connaissances au sein des communautés managériales qui peuvent se retrouver en difficulté pour faire réussir les projets dans l'ensemble des variables en termes de santé, mais en termes économiques. La crise sanitaire, bien évidemment, vient encore rajouter une variable de complexité ou des variables de complexité par rapport à ce sujet. Un grand merci vraiment pour cette belle introduction. Ça permet de poser le cadre. Et donc, du coup, en fait, sur la base de cette prise de conscience de difficultés, quelles sont les pratiques managériales que vous avez pu constater, que vous avez accompagnées au cours de vos interventions? Au risque d'être trop caricatural, mais c'est l'objet de cette diapositive, voilà, de prévenir ce risque. Je vais partager un certain nombre de postures. Alors, on peut avoir des mélanges, hein, et vous allez peut-être reconnaître, j'espère ne pas vous reconnaître, mais si c'est le cas, ce n'est pas très grave en soi. Ce sera une bonne opportunité pour reconnaître des personnes que vous connaissez dans la façon de se positionner managérialement en situation de changement. Ce n'est pas rigide, naturellement, c'est une simplification d'un certain nombre d'observations que vous savez comme moi plus complexes que ça. Alors, pour le premier, toutes ces pratiques sont naturellement des pratiques sur la base desquelles débriefer, poser, effectuer des feedbacks et faire évoluer. Vous avez l'évitant. L'évitant, un exemple parmi d'autres de pratiques de l'évitant, c'est éviter d'organiser trop de réunions avec ses collaborateurs ou de croiser quand on est présent physiquement parce qu'on a peur qu'on nous pose des questions auxquelles on ne saurait pas répondre. Le sujet, c'est que plus je laisse mon équipe, des membres de mon équipe avec des questions qui peuvent être importantes pour eux, sans leur apporter de réponse, y compris en leur expliquant peut-être que je ne sais pas, mais que je vais m'impliquer pour aller chercher des réponses, eh bien, cette posture ne nous permet pas d'être connectés avec ces questions que peuvent se poser l'équipe et de jouer notre rôle managérial de relais entre des questions que peuvent se poser l'équipe et puis des leviers qui peuvent s'offrir ou ne pas s'offrir dans l'organisation, mais d'essayer d'être plus actif sur ce sujet. Donc, l'évitant n'est jamais une bonne posture dans l'accompagnement du changement puisqu'il ne peut y avoir aucun rôle actif. Ensuite, vous avez les tendances anxieuses. J'attire votre attention sur le fait que l'anxiété a été, enfin, en tout cas les symptômes anxieux ont été multipliés par 2 pendant la crise au niveau mental. Entre la fin de l'été dernier, en septembre et novembre, vous avez une multiplication par 2 des troubles anxieux au niveau de l'ensemble de la population. L'anxieux, c'est celui qui va anticiper négativement les événements, donc qui va avoir sur son équipe un impact dans l'anticipation négative des sujets. Alors, si on anticipe négativement au sens de la prévention des risques pour envisager des événements non souhaités dans une démarche construite, pour étudier l'ensemble des barrières de prévention et des barrières de protection, et que c'est une démarche de risque management, aucun problème. Mais si on est, vous voyez, dans la conversation spontanée, informelle, voilà, on dit « oh là là, c'est tellement mieux avant » en étant focalisé sur le passé, mais demain, je ne sais pas comment ça va fonctionner, ça va être impossible, on n'a pas d'effectif. Personne n'est interdit de le penser, ça peut être très réaliste. Mais le partager de cette façon-là avec son équipe, ça n'aidera personne en réalité. Et ça ne fait pas partie de son rôle managérial. Absorber de l'attention et diffuser de la sérénité, ça ne va pas avec ce profil anxieux. Focaliser sur le passé, c'est-à-dire finalement renforcer la perception qu'avant c'était mieux. Renforcer la perception qu'on va retrouver demain ce qu'on avait avant qui était tellement mieux. Encore une fois, qu'on soit dans l'anticipation des événements négatifs ou dans le renforcement de ce qui était positif avant, n'aidera pas l'équipe à passer
d'hier à demain, n'aidera pas l'équipe à opérer cette transformation entre l'avant et l'après. Le sympathique passif. Alors, le sympathique passif, donc quelques exemples ici, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le conflit forcément, et le sympathique passif, eh bien, il sera sympathique au sens étymologique, c'est copier-coller émotionnel. Le sympathique passif sera toujours d'accord avec les émotions de son équipe. Ce qui veut dire que quand on a un manager sympa et passif, on se dit il est d'accord avec nous, au moins lui, il nous comprend, il est d'accord, il ne nous contredit pas. Le problème de cette posture-là, c'est qu'à aucun moment on peut accompagner un membre ou les membres de son équipe à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à se questionner puisqu'on est d'accord avec eux. Donc, on évite à court terme le conflit, mais on va se retrouver demain, pour ceux qui n'ont pas fait le chemin naturellement, vous voyez, d'adaptation, de régulation ou de prise de recul sur le changement, avec des personnes qui vont rester convaincues finalement en vase clos que leur manager est d'accord avec eux, peut-être même qu'il va les protéger et qui vont se confronter à une réalité qui ne les attendra pas. Et puis, on a être focalisé uniquement sur les résultats. Voilà, il n'y a que les résultats qui comptent. Mon job, et je l'entends souvent, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas psy. Ce n'est pas mon travail d'écouter les autres, pas mon travail d'écouter leurs problèmes. Moi, j'ai des indicateurs à tenir. En plus, avec tout le temps qu'on a perdu, autant se concentrer 2 fois plus sur ce sujet pour les rattraper. Et ça, en tout cas, si vous avez des exemples d'endroits où ça fonctionne, je suis très intéressé pour mon retour d'expérience. Mais à titre personnel, je n'ai pas d'endroit où ça fonctionne de façon durable et satisfaisante. Alors, ce ne sont que quelques exemples. On peut faire des mix, bien sûr. On peut prendre d'autres modèles. Mais le sujet n'est pas de faire un concours de modèles de posture managériale. Mon objectif à travers cette diapositive, c'est de donner des illustrations. Je ne suis pas en train de présenter une vérité, mais de donner des illustrations qui, j'imagine, voilà, vous appellent pour chacun d'entre vous des situations que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez aujourd'hui. Alors, je vous partagerai cette diapositive, c'est les commentaires que je viens de faire. Pourquoi aller vers une forme de leadership plutôt déjà que d'autres types de pratiques? Il y a une nécessité dans le changement, vous voyez, pas simplement de manager des processus tels qu'ils peuvent être stables, mais d'accompagner des personnes à évoluer d'un avant vers un après. Encore une fois, j'ai pris un exemple de définition. Mon objectif ici n'est pas de faire un concours de définition, surtout auprès d'un public comme le vôtre. Vous voyez, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un cours sur le leadership, ce n'est pas le sujet du tout, mais c'est juste une input qui me permet d'introduire la notion de bienveillance. Et avec vous, d'aborder le fait que ce mot de bienveillance, qui est parfois surutilisé, hyperutilisé, un peu comme une tarte à la crème, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il contient en réalité. On peut parler d'être dans l'accompagnement de l'autre. C'est une façon d'en parler. Vous voyez, être bienveillant, étymologiquement, c'est veiller à. Et donc, la dynamique de bienveillance, c'est accompagner vers la recherche de développement et la mise en place de solutions. Ensuite, ce qui est important dans la notion de bienveillance, c'est que c'est veiller, vous voyez, à faire réussir les autres, mais c'est aussi veiller à soi-même. La bienveillance n'est pas une posture uniquement tournée vers l'autre, c'est une posture qui commence par une préoccupation de ce qui est bon pour soi et de ce qui est bon pour les autres. Il y a cette double dimension. Je vous invite à ne pas confondre la bienveillance et la complaisance, ça n'a strictement rien à voir. On peut être bienveillant tout en étant exigeant. Et mon dernier point, c'est que la bienveillance s'apprécie dans le cadre de règles, de fonctionnement, d'un cadre. Vous voyez, si on s'accorde sur le fait que la bienveillance, c'est aider quelqu'un à réussir, peut-être que tout en étant bienveillant, la posture que je vais adopter en situation professionnelle ne sera pas la même que la posture que je vais adopter en lien avec cette bienveillance dans une situation personnelle, puisque le cadre n'est pas le même, les règles ne sont pas les mêmes. Et aider quelqu'un à réussir, à la différence de la complaisance, c'est l'aider à prendre du recul, c'est s'autoriser à lui faire des feedbacks, c'est s'autoriser à un moment donné à lui donner des informations, à l'écouter pour lui permettre de grandir et réussir dans une structure qui a ses propres contraintes et qui a ses propres règles. Alors peut-être, Maria,
Oui, Vous souhaitez me poser une autre question? oui, en fait, c'est vrai que tu nous as parlé de leadership bienveillante. Est-ce que tu pourrais nous donner encore plus d'éclaircissements sur ce type de leadership? C'est vrai que c'est un mot qu'on voilà, on entend beaucoup ces jours-ci, surtout avec le Covid et tout. Je pense que ça amplifie encore les choses. Est-ce qu'il y a plus d'explications sur ce sujet-là? Alors, déjà, les enjeux par rapport à ce qu'on a présenté avant. Alors, ce qui est important dans la courbe qui est à gauche, ce qui est en très gras, c'est globalement ce qui se passe sur une population, majoritairement, sans accompagnement face à un changement majeur. Si je le dis positivement, il y a toujours une perte de confort au niveau psychologique. C'est ce qu'on a illustré dans un premier temps. On est tous dotés d'une fonction d'adaptation qui nous permet de faire face, vous voyez, à de l'inconfort, mais jusqu'à une certaine intensité et jusqu'à une certaine durée. Et puis après, c'est la résilience, la remobilisation. Ce qu'il y a en pointillé, c'est ce qui symboliserait, vous voyez, dans les enjeux, une forme d'idéal associé au rôle central que le management peut avoir, doit avoir, mérite d'avoir dans l'accompagnement du changement. La crise sanitaire, elle a explosé ce qui restait encore des entreprises libérées. Elle a augmenté la nécessité de développer l'agilité, mais elle a explosé les croyances selon lesquelles les modèles d'entreprise libérées pouvaient fonctionner. À part quelques très, très rares exceptions, elle a remis au cœur de l'entreprise le rôle du management, mais elle a remis au cœur de l'entreprise le rôle du management dans sa fonction d'accompagnement de l'humain. Et donc, l'objectif d'un leadership bienveillant, c'est de diminuer le coût psychologique au regard de ce que l'on a vu, de faciliter la préservation des énergies, puisque finalement, la situation de changement, quand on le vit, c'est une transition vers autre chose. On a encore besoin d'énergie après. On ne joue pas toute sa carrière sur un changement. De faciliter dans ce processus de nouveaux apprentissages individuels et collectifs, de développer le sentiment d'appartenance plutôt que de diviser. Pas plus tard que cet après-midi et ce matin, j'étais dans une intervention où, face finalement à une situation de changement importante dans une organisation, les collaborateurs se sont rapprochés. C'est un réflexe naturel. Et donc, ça a été mal vécu par le management qui a préféré séparer tout le monde et diviser de peur qu'un collectif se retourne contre l'exercice managérial. Ça n'a pas favorisé le sentiment d'appartenance à l'organisation. C'est aussi, quelque part, un idéal dans les enjeux pour préserver les talents. Généralement, les personnes qui partent en premier dans un processus de changement quand elles se sentent mal, c'est celles qui ont la plus grande employabilité. Donc, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. C'est bien sûr un idéal, un horizon, quelque chose que l'on doit viser. Les postures que j'ai présentées un peu plus tôt, comme des exemples, j'en croise toutes les semaines dans les diagnostics qu'on peut faire. C'est une réalité. Ce n'est pas 100%, bien évidemment, les actions et postures managériales, mais c'est une réalité. C'est loin d'être une fatalité. Il existe des solutions, mais pour ça, il faut investir dans l'accompagnement des managers. On ne peut pas simplement leur demander d'être disponibles pour faire réussir les autres sans développer un niveau de soutien qui soit au niveau des exigences de l'humain au travail dans des situations de perte de repères. Un leader bienveillant, il va placer l'humain, c'est-à-dire tout ce qui a fait que les projets n'ont pas atteint leurs objectifs économiques, dans ce qu'on a parlé dans un premier temps, les 70%, au cœur du système de performance. Il y a bien sûr tout le reste, dans les paramètres techniques, managériaux, organisationnels, culturels. L'humain va gérer les résistances comme des inconforts, comme des points qui s'accompagnent psychologiquement parce qu'il les comprend, va favoriser un certain nombre de pratiques que je vais vous partager pour faciliter l'engagement à la fois procédural, en lien avec le concept de justice procédurale. J'ai vu des commentaires passer sur la justice, c'est individuel, subjectif. Vous avez raison, en réalité, quand on parle de psychologie, notre rapport au monde est d'abord subjectif. C'est ce qu'on appelle le psychosocial. Le psycho, c'est notre façon de penser, ça nous appartient. Si on a tous un point commun, il n'y a aucun doute sur ça, c'est qu'on est tous différents. Donc ça, c'est notre point commun. Mais l'idée, c'est d'accompagner, vous voyez, par des points de repère clés issus de la recherche scientifique. On parle de justice procédurale, c'est le terme consacré, on pourra en inventer d'autres. Mais en tout cas, il y a des ingrédients, il y a des étapes clés. De la même façon, je ne suis pas forcément pour un modèle managérial plutôt qu'un autre, je suis pour les ingrédients à adapter en fonction des enjeux et de la situation. Ce qui est clair, c'est que dans les ingrédients du leadership bienveillant, on va retrouver les ingrédients du leadership plus des ingrédients de la bienveillance. Je vous en ai mis
un certain nombre d'exemples. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous faire parvenir un outil simple. Si vous souhaitez vous positionner, faire un autodiagnostic sur le sujet, je partagerai avec Mariam et avec Lucas qui feront le relais. Vous pouvez me les demander directement pour faire un autodiagnostic. Et je peux vous dire que quand on fait ça, sur la base de quelque chose d'extrêmement simple en termes d'outils, c'est toujours très riche avec les managers que l'on accompagne dans des groupes d'échange de pratiques ou de co-développement. Il y a quelques points sur lesquels je vais insister. Être en capacité de gérer son stress et son énergie. Vous avez dans cette année qui vient de passer plus d'un manager sur 2 en situation de stress excessif ou d'hyperstress. Vous avez plus d'un manager sur 2 en situation quasiment d'épuisement dans la gestion de cette énergie. Le fait de donner des feedbacks et de savoir les recevoir, savoir recevoir un feedback, c'est un exercice de bienveillance. Donner du feedback avec des méthodes sur le fond et sur la forme, c'est un exercice de bienveillance pour aider l'autre à grandir. Ça n'a rien à voir avec le jugement rapide ou la critique. Très différent. Être à l'écoute, donner du sens. Pourquoi en un mot, pourquoi en 2 mots? Tout ça font partie de préoccupations bienveillantes. Développer de l'autonomie pour permettre à quelqu'un de grandir, d'exister, ce qui ne veut pas dire l'isoler, ce qui ne veut pas dire l'abandonner ou créer de l'indépendance. Tout ça rentre à la fois dans les pratiques de leadership et les pratiques de bienveillance. J'aimerais insister sur 3 points. Parmi tous ces points, je pourrais chacun les développer naturellement. Ils ont tous leur place. Et je vais vraiment insister sur la place de l'écoute. Je vous ai expliqué dans ma présentation, j'ai une formation en psychologie et même au-delà, je suis psychologue en réalité, en plus d'être diplômé en ingénierie de maîtrise des risques. Je suis psychologue et donc un psychologue, on considère dans 80% des cas, quand je dis on, c'est une approche populationnelle, vous voyez, que le psychologue va écouter les personnes en difficulté. Va écouter les personnes en difficulté. Déjà, il y a 2 biais. Le fait que le psychologue est un professionnel au service des personnes en difficulté. J'aimerais que la représentation d'être un professionnel au service de la performance globale domine, et ce n'est pas la représentation qui domine en France, en tout cas aujourd'hui. Et deuxièmement, à l'écoute des difficultés. Ce qui place la fonction de l'écoute comme une fonction, vous voyez, de résolution, de compréhension de résolution uniquement de la difficulté. L'écoute, c'est certes ça, bien évidemment. Et dans le changement, ça va nous permettre d'aller au-delà de cette conception de la cartographie des alliés assez simpliste ou de la résistance, mais pour comprendre ce qu'il y a dans la perception de chacun. Mais c'est aussi une fonction qui permet d'apaiser les tensions. Parce que l'on va comprendre, et c'est une fonction de reconnaissance. Quand j'écoute une personne, cette personne se sent exister par l'écoute que je vais lui apporter, à condition d'y mettre la compétence qu'il convient. Et puis, l'écoute, dans cette période de transition et qu'on est en train de vivre de retour au travail, c'est la meilleure façon pour comprendre ce qui s'est passé dans le rapport au travail de nos collaborateurs et dans leurs attentes ou dans leurs nouveaux besoins. Car il n'y a pas de normalité, de retour à une ancienne normalité, ça n'existe pas. On doit aujourd'hui aborder une nouvelle normalité, un nouveau référentiel. Et il s'est passé plein de choses au niveau psychologique à travers cette crise sanitaire. Ça a eu des impacts multiples au niveau psychologique et le monde humain au travail auquel on doit faire face aujourd'hui, même si les personnes ont le même prénom, le même nom, retrouvent parfois le même bureau, n'a plus rien à voir dans leur rapport au travail. Et ça va bien plus loin que de se poser la question si on doit faire 1 jour de télétravail ou 2 jours de télétravail. C'est une transformation beaucoup plus profonde du rapport au travail de façon globale. Et ça dépasse la notion de bureau ou la notion de télétravail. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je vous ai mis une petite checklist. Je sais qu'on aime bien les outils. Ça vous permettra de faire un point, si vous souhaitez le faire en tout cas. Il n'y a aucune obligation parce que je parle d'écoute et je parle d'écoute active. Et donc, être en écoute active, dans toutes les situations, c'est quoi être en écoute active? Alors, quand j'ai la volonté d'être en posture d'écoute active, eh bien, je vais, dans la mesure du possible et dans l'idéal, cocher l'ensemble de ces cases. Alors, il vous appartiendra de faire un petit autodiagnostic si vous le souhaitez, de vous questionner, de vous challenger, non pas de vous dire est-ce que je sais faire ou pas faire. Ce questionnement-là n'est pas opérant. En réalité, de vous dire, quand j'ai le sentiment d'être en écoute active, est-ce que je mets en pratique le fait d'exclure mes idées préconçues, le fait d'aborder la situation, vous voyez, avec une feuille vierge, jamais, parfois, souvent, toujours. Voilà, ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé un grand nombre de fois. Et à chaque fois, ça a apporté un éclairage très intéressant pour ceux qui l'ont utilisé. Donc, je le partage avec vous dans le cadre de cette diapositive. Autre point sur lequel j'aimerais mettre le focus, et j'en aurai un dernier et j'aurai terminé, c'est sur le feedback.
Dans les coachings auxquels on participe, mais pas que Équilibre, je ne veux pas faire que la promotion de notre activité. Je suis aussi très connecté avec la NDRH, avec la Fédération des intervenants en prévention des risques psychosociaux, avec des intervenants de coach, des associations de coach, avec les autres consultants ou d'autres cabinets. L'écoute, tout le monde pense savoir écouter. La réalité est différente. Tout le monde pense maîtriser en tant que manager le fait de faire un retour à un collaborateur. La réalité est différente. Donc, j'insiste vraiment, c'est un point que je mets en exergue pour faciliter l'adhésion et l'engagement. Regarde ce qu'on a vu, une pratique, renforcer sa qualité d'écoute, renforcer sa qualité de feedback. Feedback constructif, à la différence d'une critique, et feedback positif pour mettre en avant, renforcer un comportement. Mais ça n'a rien à voir avec le merci, le feedback positif. Ce que l'on valorise en termes de comportement doit être associé à un impact positif, à une valeur ajoutée par rapport aux finalités, par rapport aux enjeux du travail. Et le dernier point que je souhaite mettre en avant avec vous dans les pratiques de ce leadership bienveillant, c'est la reconnaissance. Et je vous invite à inviter autour de vous à ce que la reconnaissance ne soit pas simplement considérée, vous voyez, comme la récompense, comme la conséquence, mais que la reconnaissance puisse être aussi considérée comme un levier, comme une cause qui va faciliter l'engagement, qui va faciliter l'adhésion, qui va faciliter la satisfaction dans son rapport au travail. La reconnaissance, c'est un effet positif dans 100% des cas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, d'avoir un MBA en reconnaissance pour la pratiquer. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça ne coûte pas grand-chose. Ensuite, la reconnaissance, eh bien, la meilleure façon de faire en sorte qu'une personne sache que vous êtes satisfaite de son travail, c'est de lui dire. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous ne l'exprimez pas clairement, vous ne le démontrez pas clairement, vous pouvez laisser les membres de votre équipe peut-être supposer que vous n'êtes pas dans cette relation ou dans cette satisfaction vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis d'eux, si on parle de femmes ou si on parle d'hommes. Maintenant, et dernier éclairage, ça pourrait être l'objet d'une prochaine intervention, il y a différentes formes de reconnaissance. Il y a, en fin de processus, la reconnaissance du résultat, mais il y a en début de processus ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle, c'est-à-dire indépendamment du résultat de mon travail, indépendamment des efforts, indépendamment du travail en tant que tel. C'est le besoin d'exister dans son travail en tant que personne, dans sa singularité, avec des personnes qui connaissent notre prénom, notre nom, avec lesquelles on peut échanger, qui viennent vers nous, qui nous disent bonjour. Ça me paraît hallucinant aujourd'hui d'être missionné sur des enquêtes de comportements managériaux avec comme introduction, je pensais que ça n'existait plus, des collaborateurs qui souffrent qu'on ne leur dise pas bonjour, qui souffrent qu'on ne les écoute pas, qui souffrent de ne jamais avoir aucun retour sur le travail qu'ils font. Alors, ça paraît simple quand on le dit en ce format de conférence, mais c'est des réalités d'un certain nombre de situations de travail et ça a des impacts majeurs au niveau du facteur humain. Il y a la reconnaissance du travail en tant que tel. C'est le besoin pour un collaborateur que les personnes qui ont une autorité à un moment donné de prise de décision, managers de proximité notamment, sachent ce qu'il y a au-delà de la fiche de fonction, ce qu'il y a au-delà du travail prescrit. Qu'est-ce que fait concrètement ce collaborateur dans sa journée? C'est quoi son activité réelle? Ça nécessite d'en parler en réalité de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Quelles sont les solutions que tu as trouvées? Avoir des temps formels ou informels pour en discuter. Et puis, il y a la reconnaissance des efforts, une autre forme parmi d'autres, mais qui fait que vous pouvez ne pas atteindre vos objectifs à un moment donné pour un certain nombre de raisons en ayant fourni 2 fois plus d'efforts que l'année précédente où vous aviez atteint vos objectifs, mais vous avez peut-être eu un vent favorable ou des variables favorables. Donc, je ne rentre pas dans plus de détails. Je pourrais parler de reconnaissance matérielle, financière, symbolique, mais je souhaitais avec vous aborder ou mettre l'accent sur ces pratiques, parmi d'autres que je vous ai présentées sur la diapositive, l'écoute, le feedback et la reconnaissance, parce que ça fait partie, il y en a d'autres, mais ça fait partie des pratiques dans toutes les situations où ça fonctionne moins bien, où ça fonctionne mal ou dégradé, qui font défaut, voilà, ou qui font majoritairement défaut. Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'était vraiment enrichissant. Un grand merci, Jean-Christophe, pour cette overview, je dirais, complète un peu du sujet, dans un format très condensé. Bien évidemment, on pourrait passer des heures. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Moi, j'avais noté aussi des questions
qui m'était venue à l'esprit en préparant cette conférence. Mais je pense qu'il y a des questions intéressantes dans le chat et je voudrais laisser l'espace aux gens qui l'ont écrite, ces questions, de se manifester. En fait, je vais les prendre dans l'ordre, disons, de dernière arrivée en remontant. Je pense qu'une question d'Émilie sur la notion de justice a été déjà partiellement répondue tout à l'heure par vous, Jean-Christophe. Il y a une question qui nous vient de Camille G. Quel rôle d'accompagnement pourraient avoir également les RH, notamment si la relation manager-équipe est malmenée? Je vais répondre d'un point de vue global et d'un point de vue accompagnement d'équipe. D'un point de vue global, de ma sensibilité à travers les informations dont je dispose, il y a aujourd'hui, dans l'accompagnement du développement des compétences, des efforts à faire dans le renforcement de l'accompagnement des compétences au niveau managérial. Peu importe la forme, il y a une réflexion à avoir, formation classique, blended learning, groupe de co-développement, d'échange de pratiques. Ça repose, à mon avis, sur une cartographie, mais ça repose sur, quel est le modèle souhaité dans les compétences managériales? Ça, c'est une réflexion intéressante au niveau RH dans l'accompagnement de ce projet. Deuxièmement, quelle est la cartographie à date des compétences, d'en faire un état des lieux et de proposer un plan d'action de développement des compétences en utilisant les différents outils disponibles, collectifs et individuels, en valorisant des apports de concepts plutôt très concis et en favorisant le suivi et l'accompagnement à l'expérience du réel. Ça, c'est un niveau collectif. Après, quand la relation est malmenée au niveau d'une équipe, ce que j'encourage à mettre en place, c'est en fonction de première évaluation de la situation, soit une enquête, une étude, un état des lieux, il faut travailler le wording naturellement, mais en tout cas, un état des lieux sur les conditions de travail qui ne focalise pas uniquement sur la relation managériale pour ne pas mettre en difficulté le manager en tant que tel ou la manager et avoir un état des lieux global. Pourquoi? Parce que à travers la relation managériale, il peut y avoir des sujets, vous voyez, organisationnels, des sujets culturels, des sujets de compétences. Donc, j'encourage un état des lieux plus global. Si à un moment donné, vous avez une suspicion, vous avez une alerte en lien avec des pratiques qui sont hors la loi, en dehors du cadre du travail, en dehors de vos principes éthiques, par exemple, une alerte harcèlement. Alors là, c'est une enquête qu'il convient de diligenter. Alors, je pourrais détailler, à un moment donné, si ça vous intéresse, la bonne méthodologie pour diligenter une enquête. Et puis, il y a un autre processus qui peut être mis en place, des choses que l'on développe de plus en plus, qu'on appelle le 360 degrés. Et le 360 degrés, c'est interroger à la fois les membres de l'équipe, les pairs, collègues en situation managériale et la hiérarchie pour avoir une évaluation à 360 degrés de la posture d'un manager en particulier, à la fois dans la relation à son équipe, mais aussi dans la relation avec les autres équipes, une équipe n'étant jamais isolée. Et mener ce 360 est souvent un point de départ très intéressant pour derrière construire un coaching sur mesure. J'espère avoir répondu à votre question, de ce que j'en ai compris en tout cas. Un grand merci Jean-Christophe. Je vais checker un instant Marion Rousseau. De ton côté, Marion, est-ce que tu serais prête déjà à faire un premier partage visuel ou tu préfères qu'on pose encore une question? Désolée, je réactive mon micro. Je suis en train de scanner les documents pour pouvoir vous les partager à l'écran plutôt que via la caméra dans 5 minutes. Alors, je propose de prendre 2 minutes encore pour une question. Il y en a des questions très intéressantes. Malheureusement, pour respecter le timing, peut-être on n'arrivera pas à toutes les répondre, mais Jean-Christophe s'est proposé gracieusement de nous aider éventuellement à vous fournir ces réponses à ces 6 ou 7 questions que je vois dans le chat. Il y en a une de Noël Orsi qui nous dit « Comment réagir quand les salariés jugent la concertation insuffisante ou simulée? Panel non représentatif, par exemple, etc. » Donc, ce problème de participation qui, malheureusement, est un peu biaisé par les structures hiérarchiques dans lesquelles nous vivons. Il y a plusieurs cas de figure à ça, mais en fait, mon premier réflexe, comme j'y ai invité plus tôt, vous voyez, on nous appelle et on mobilise des compétences en lien avec la psychologie du changement ou la capacité à gérer des situations dégradées. C'est-à-dire qu'on a voulu, à un moment donné, mettre en place de la concertation, finalement, qui n'est que pour occuper l'espace-temps dont on a déjà pris les décisions. À un moment donné, les collaborateurs ne se font pas duper avec ce sujet-là. Comment on accompagne
la gestion de cette situation? Ça pourrait prendre un peu de temps, mais je vais essayer d'y répondre juste après. Mon premier conseil, c'est vraiment d'intégrer en amont des projets cette réflexion. Et cette réflexion, pour éviter de se retrouver dans cette situation majoritairement, n'empêchera pas un pourcentage faible à un moment donné de pouvoir douter, c'est de définir clairement les règles du jeu. On a ça dans toutes les études quand on intervient dans une situation gradée. On dit oui, mais il y a déjà eu des études, on n'y croit pas, c'est biaisé. On définit des règles du jeu qui sont extrêmement claires, on donne des points de repère, on inscrit clairement dans la concertation le fait que les participants recevront, vous voyez, une synthèse de ce qui a été dit, du relevé de décision, des explications. On s'inscrit dans la justice procédurale que je vous ai expliqué dans ces étapes. On définit clairement les règles, on fait participer, on apporte un retour suite à la participation de façon très claire, en ayant défini à quel moment on va le faire, dans un calendrier qui donne du contrôle. Et c'est parce qu'à un moment donné, on va poser des points de repère que l'on va respecter, que l'on va construire de la confiance. Elle ne se décrète pas. Juste, si vous m'autorisez en 30 secondes, j'assiste à la fin de chaque année à quelque chose de, qui me désole à chaque fois. C'est une réflexion sur comment on va expliquer finalement tout ce qu'on n'a pas fait. Cette tendance, elle a tendance à se normaliser, ce qui fait qu'au moment d'annoncer des choses dans l'entreprise, on dit de toute façon, à la fin de l'année, si on ne l'a pas fait, on trouvera des explications. C'est catastrophique en réalité sur la confiance. On peut fonctionner différemment. On peut à un moment donné dire qu'on ne retiendra peut-être pas les 12 propositions, qu'on va en retenir une, mais on va retenir la proposition qu'on va mettre en place et la proposition qu'on a les moyens de mettre en place. Et dans 3 mois, on refera un bilan sur l'impact de la mise en place de cette action et on s'inscrira dans une stratégie des petits pas. C'est important d'avoir des points de contact réguliers avec les collaborateurs en prenant des engagements, en tenant de ces engagements pour créer de la confiance. Sinon, espérer faire de la confiance, eh bien, c'est développer des techniques de manipulation. Et ces techniques de manipulation, aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus dans les organisations. Après, quand on intervient dans une situation dégradée, et je vais vite, j'avais dit que je répondrais à ça, faire un point zéro, reconnaître que si c'est réel, d'accord ? Reconnaître qu'on aurait peut-être pu fonctionner différemment, qu'on a pensé que ça pouvait fonctionner de cette façon-là, qu'on entend les retours s'ils sont fondés, et si on a la possibilité de le faire, de refaire un point zéro, de garder les apports qui peuvent rester validés et peut-être de faire un approfondissement. Mais l'échantillonnage, qui est une question que vous posez, dans toutes les démarches que nous on met en place en tout cas, on essaie d'avoir une démarche, vous voyez, rigoureuse, qu'on appelle échantillonnage en cascade. Et dans les projets organisationnels, on associe dans le comité de pilotage des managers, des RH, des élus, un certain nombre d'acteurs qui sont représentatifs et qui participent ensemble à la définition de l'échantillonnage pour qu'il ne soit pas contesté dans un deuxième temps, ou en tout cas moins contesté sur la base d'une méthodologie rigoureuse et certainement pas au doigt mouillé en disant « ce serait bien que tu interroges Martine ou Francis parce qu'ils auront des choses à dire ». Ça, ce n'est pas possible. Donc, de la rigueur, de la méthode, de la rationalité pour accompagner la subjectivité. Comme quoi, sentiment et rigueur dans une procédure font toujours bon ménage aussi. Ce ne sont pas en antithèse. Marion, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que tu veux nous partager? Donc, voilà. Je vous partage mon écran. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui. On voit bien ton écran. C'est parfait. Alors, d'abord, merci. C'était tellement riche que je n'ai pas pu tout capter, Jean-Christophe. Il y a plein d'éléments qu'on a envie de venir rajouter et j'écouterai le replay pour vous faire une synthèse graphique peut-être plus complète. Je suis partie de là. L'idée, c'était donc qu'on allait réfléchir à comment on facilitait l'adhésion et l'engagement. En tout cas, on allait prendre de la matière sur comment on peut faciliter l'adhésion et l'engagement en période de changement. Donc, un changement, on part d'un état où on n'est pas forcément super à l'aise, ou alors on est à l'aise, mais ce n'est pas forcément l'état idéal vers lequel on doit tendre et on va vers un second état, et comment on accompagne les personnes à y arriver avec le sourire. Donc, dès le départ, on a parlé des freins, des résistances, et donc je l'ai illustré par ce petit âne qui tire et qui résiste et qui ne veut pas avancer sur le chemin. Donc là, je vous amène tout de suite sur la page de droite parce que j'ai mis en dessous en fait, de cette grande flèche tout ce qui était plutôt les résistances. Donc là, on a les écarts de perception. Vous voyez ma petite souris qui se promène? On voit bien. Bien. Vous avez les écarts de perception. Donc ça, c'est un des premiers points qui a été évoqué.
en gros, les personnes se posent d'abord la question de qu'est-ce qui va se passer et en premier, qu'est-ce qui va se passer pour moi demain. Donc, on sent qu'il y a une perte de repère et un point émotionnel qui est assez fort que j'ai traduit là par ce petit cerveau dans la tête des gens qui grouille d'émotions. Avec cette notion de perte d'identité, où on a la petite carte d'identité, la petite pièce d'identité qui est barrée, parce que du coup, on a le sentiment de perte d'identité et de perte d'identité sociale. Et je parle sous le contrôle de Jean-Christophe. Jean-Christophe, si je me trompe au fur et à mesure que je restitue, je veux bien avoir les commentaires. Donc, ce qui est important dans cette situation-là, c'est d'éviter les silences et de créer des espaces de communication. Donc, il y avait un chiffre important qui a été donné, 70% des projets de changement organisationnel n'ont pas atteint leur objectif, et principalement par manque d'accompagnement. Donc, on n'a pas eu un leader, un manager qui a accompagné suffisamment les équipes. Résultat des courses, on a généré des émotions fortes et des émotions plutôt négatives, de la colère, de la peur, probablement des silences. Donc, on revient à cette idée de créer des espaces de communication qui est essentiel en période de changement. Ensuite, il y a un deuxième point important qui a été évoqué et plus détaillé, qui est la justice procédurale. Donc, la justice dans les process qui sont mis en place dans une phase de changement et de transformation. Et quand on parle de justice procédurale, ce qui est important, c'est d'abord de faire participer à la prise de décision, donc que chacun se sente engagé dans cette prise de décision. Deuxièmement, il faut expliquer en posant des indicateurs pour se rendre compte si effectivement on avance dans le sens du changement, que les gens puissent comprendre. Et donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui explique. Et j'ai mis ce petit cercle inclusif pour expliquer. J'avais mis le porte-voix qui, pour moi, est un peu dirigiste. Et donc, après, je l'ai corrigé par ces cercles inclusifs. Et puis, clarifier. Donc, venir éclaircir peut-être les zones d'ombre ou les zones qui sont moins claires pour les gens. Et le constat aujourd'hui que nous partageait Jean-Christophe, c'est qu'il y a des pratiques managériales qui sont à faire évoluer. Alors, je ne les ai peut-être pas toutes notées, en particulier la pratique d'évitement, je vais contourner la personne, l'anxiété qui va probablement se diffuser aux équipes. Là, je vois que j'ai coupé mon dessin. Le fait d'aller focaliser sur le résultat, d'être le sympathique passif, qui ne fait pas grand-chose. Il y avait aussi le retour vers le passé, toujours regarder vers le passé. Donc ça, c'est tous les éléments qu'il faut éviter. Et ensuite, je vais vous ramener, puisque du coup, on est parti à partir de tout ce qu'il faudrait éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, finalement, pour accompagner correctement ce changement. Donc, on revient là, on était à cette étape-là où on veut accompagner vers le changement. Et pour accompagner vers le changement, ce qui est important, c'est de mettre de la bienveillance, qui est différente de l'exigence, de la complaisance. La bienveillance, c'est une notion bien particulière et que les managers doivent arriver à acquérir, à s'approprier. Et c'est un cheminement. Et ce cheminement, là, j'ai noté, et je pense que c'est un point qu'il faudrait ensuite développer parce qu'il a été posé dans les questions, c'est il faut investir dans les managers et il faut les accompagner. Et c'est probablement les premiers, si j'ai bien retenu le message, à accompagner. Quand on accompagne un changement, c'est investir, donc d'où les pratiques 360, etc. C'est quoi le leader bienveillant? Donc, ce manager qui va guider les équipes vers la transformation. Il va d'abord, c'est quelqu'un qui va accompagner, qui va aider à réduire le coût psychologique, l'impact psychologique. Et j'ai remis les petits cerveaux parce que pour moi, ça faisait appel justement à ce qui avait été évoqué avant, toutes les émotions négatives que pouvait générer un changement. Et le leader doit aider à réduire ce coût psychologique. Je vais aller là d'abord. Ensuite, il doit donner du sens. Donc, on retrouve le côté inclusif qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs aussi pour moi dans le fait de partager, d'expliquer. Ça permet de donner du sens. Ensuite, il y a un point que j'ai mis un peu plus gros que les autres parce qu'il a semblé être vraiment important et souligné par Jean-Christophe, qui est le point de l'écoute active. L'écoute active, c'est aussi savoir faire des feedbacks, c'est savoir écouter, comprendre et faire un retour. Donc là, j'ai pas eu le temps de dessiner toutes les nuances qu'a pu apporter Jean-Christophe sur cette notion de feedback, mais j'ai bien noté que c'était vraiment un point important. Le feedback, c'est pas juste d'écouter, mais c'est de revenir vers l'autre aussi avec des réponses. Et enfin, le dernier point sur lequel on est venu, c'était le point de la reconnaissance.
Donc, le leader bienveillant, il doit savoir apporter de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle ne vient pas uniquement, elle vient pas uniquement sur les résultats, mais avant la reconnaissance sur les résultats, il y a plein d'autres points, la reconnaissance de la personne, la reconnaissance des efforts. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des bravos partout, mais aussi monsieur, on sait qui c'est, ce qu'il fait et où est-ce qu'il se situe. Et on peut lui faire des retours du coup par rapport à ça. Voilà, après, je n'ai pas eu le temps de dessiner les échanges qui étaient riches aussi, mais j'aurai le plaisir de les réécouter. Je trouve déjà, Marion, un grand merci parce que cette synthèse en images, je la trouve magnifique. Je ne sais pas, Jean-Christophe, tu veux faire un commentaire avant qu'on puisse conclure cette belle soirée? Merci. En tout cas, ça génère chez moi beaucoup d'émotions positives. Voilà, je suis très heureux d'avoir écouté cette reformulation à la fois orale et graphique. Bravo. Vraiment pour ce travail. C'est vraiment super. Ça me donne aussi beaucoup d'idées pour d'autres sujets et d'autres interventions. Bravo pour ça. Très volontiers, merci. Un grand merci encore, Marion. En conclusion, je voudrais remercier aussi Mariam. Mariam, merci beaucoup d'avoir été ma complice avec Jean-Christophe et Marion. Et écoutez, sur ce, je vous remercie vraiment tous de votre participation. Vous retrouverez tous les détails que vous avez vus ce soir dans la page LinkedIn de l'Executive MBA ESSEC, dans laquelle on publiera ces informations, l'apport de Marion, les apports de Jean-Christophe. Et je vous dis à la prochaine conférence. Oui, prochaine conférence, un 14 juin, la jungle de l'innovation. N'hésitez pas d'aller sur notre page LinkedIn pour avoir plus d'informations. Les informations ont été déjà publiées sur la page. Un grand merci à tous et bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui vont dîner. Un grand merci à vous. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.